L'émotion ténèbre et la raison elle-même, cette dichotomie, je l'ai compris, Nous avons usé paille et sandales sur le même chemin caillouteux de l'école de Corée. Quand je suis arrivé, il avait honte de se dire entier. Vous savez, la place éminente qu'occupe la femme dans la société négro-africaine. Bonsoir, bienvenue dans votre grande émission Chant littéraire. Pour votre 13e numéro, ce soir, nous recevons un grand auteur, M. Mamadou Samb, que nous allons lui laisser se présenter. Bonsoir, M. Samb. Bonsoir, Moussou. Mais qui est Mamadou Samb? Alors là, c'est une question assez difficile parce que j'ai l'habitude de le dire, quand on se présente souvent, on se présente comme on aimerait être. Ou bien on se présente comme on aimerait que les autres vous voient. Donc c'est toujours très difficile de se présenter soi-même. Ce que je peux dire tout simplement, c'est que je suis Mamadou Samb, je suis auteur. Voilà. Vous avez débuté votre roman de pulpe et d'orange par 2 citations. Je cite. Oui. On a assigné à la femme un rôle de parasite. Tout parasite est nécessairement un explorateur. Elle a besoin du mâle pour acquérir une dignité humaine, pour manger, jouir, procréer. C'est par le service du sexe qu'elle s'assure de ses bienfaits. Et puisqu'on l'enferme dans cette fonction, elle est tout le temps entière un instrument d'exploitation. Simone de Beauvoir. Ensuite, il y a Thomas Sankara qui dit, s'adressant à une délégation de prostituées, Femme, je vous respecte. Monsieur Samb, pourquoi vous avez choisi ces 2 citations? Heureusement, vous avez bien dit que je ne suis pas l'auteur de ces citations. C'est Simone de Beauvoir, que tout le monde connaît, et qui a beaucoup fait pour l'émancipation de la femme, et qui a beaucoup œuvré, n'est-ce pas, pour la reconnaissance des droits de la femme. Je n'ai pas parlé d'elle, je pense qu'il faut ouvrir Google pour voir qui est Simone de Beauvoir, tout ce qu'elle a fait par rapport à l'émancipation des femmes. L'autre c'est Thomas Sankara que tout le monde connaît, qui est un grand dirigeant, hein, qui a commencé un travail magnifique au niveau de Burkina Faso, et même au-delà de Burkina Faso, à travers l'Afrique, mais qui, lors d'une rencontre avec des femmes, qui étaient des vendeurs, du moins, je ne sais pas, parce que je n'aime pas trop ces termes-là, des femmes un peu marginalisées, si vous voulez, ce que je veux dire, a dit femme, je vous aime, et prostituée, je vous aime. Hein, c'est une façon de parler, pour dire simplement que quand même, il est temps que l'on juge un peu moins, n'est-ce pas, celle qui est destinée à vivre longtemps et toujours et partout avec nous. Je pense qu'il est temps que l'on reconnaisse ça. Et je pense que le livre est un hommage vraiment aux femmes en général. Hein, donc, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Il suffit simplement de voir dans quelles circonstances Thomas Sankara a reçu ces femmes-là et a parlé avec elles avec ce ton-là. Voilà. À travers la note de l'auteur, nous pouvons déduire que ce récit est tiré d'une histoire réelle. Oui, ça dit que ça, ce n'est pas seulement ce livre-là. Hein. Je vais vous dire tout simplement que c'est l'un de mes premiers romans. L'un de mes premiers romans que j'ai écrit juste après ma sortie de l'école normale William-Ponty, ici à Thiès. Et mes livres en général sont tirés du réel. C'est-à-dire que c'est des fictions. C'est vrai, c'est des fictions. Une fiction, c'est une création. Hein, c'est une reconstitution de la réalité. Mais ça dit que mes livres en général ont un soubassement réel. Oui, c'est toujours un soubassement réel. Voilà. Les filles qui adorent la prostitution cherchent refuge moral.
une sorte de compensation. Des filles frustrées par une société qui les refuse, des filles qui ont vécu dans des familles malheureuses, victimes, qui ne croient plus à l'amour des hommes. Est-ce une raison de se vendre, de s'exhiber sans gêne? Là, je pense que là aussi, il y a un grand problème, sur lequel je vais revenir un peu. C'est quand on lit De Pulpe et d'Orange, pour les personnes qui racontent souvent l'histoire de Pulpe et d'Orange, les histoires qui sont à l'intérieur de Pulpe et d'Orange, sont surtout, ils font focus sur la jeune fille prostituée. Or, ce n'est pas l'objet du livre. Ce n'est pas du tout l'objet du livre et ce n'est pas aussi le but cherché à travers ce livre-là. Alors nous allons découvrir au courant de l'émission tout ça. Voilà. Alors, ce qui fait que, par exemple, quand je parle donc de cette jeune fille, en essayant de mettre parallèlement sa vie, parallèlement aux autres, n'est-ce pas, qui vivent la même situation, je veux toujours revenir sur des explications. Pas des explications, mais plutôt un accompagnement de cette jeune fille-là par rapport à ce qu'elle sentait, ce qu'elle vivait. Hein. C'est-à-dire que mon propos cherche à montrer que cette fille n'est pas ex nihilo. Si il y a des prostituées, c'est parce qu'il y a des consommateurs. Oui, ça c'est vrai. N'est-ce pas? Et qu'on ne se demande jamais pourquoi elles sont arrivées à cela. Donc je pense que le processus qui est décrit ici dans ce livre-là, c'est un processus continu. Et souvent les gens se focalisent sur ça, hein, et oublient tout le reste. C'est-à-dire que qu'est-ce qui a été à l'origine de cela, comment elle a vécu pour en arriver à ça. C'est pourquoi j'aime cet ouvrage, parce Oui. que nous allons vraiment parler de tout ça. Oui. Par exemple, dans cet ouvrage, le récit de l'ancien combattant avec ses médailles qu'il aimait afficher, mais malheureusement beaucoup de témoignages de tirailleurs qui sont rentrés au pays avec des séquelles. Ça aussi, ça m'a beaucoup marqué. Ouais. Voilà. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que, vous savez, hein, on ne se rend pas compte du déracinement qu'il y a quand, par exemple, on tire quelqu'un de sa société, quand on le tire de sa famille, hein, quelqu'un qui n'a jamais fait l'armée, hein, que l'on habille en tirailleur. Et quand je dis tirailleur, il y en a même qui disent tire ailleurs. Tire ailleurs, oui. Hein? C'est-à-dire que des personnes, n'est-ce pas, qui sont utilisées comme des chairs à canon, n'est-ce pas, envoyées dans d'autres pays, hein, et qu'on leur demande de défendre d'autres patries. Je pense que les gens ne se rendent pas compte du traumatisme qu'il y a à travers, par exemple, l'histoire des tirailleurs sénégalais. Il y en a beaucoup qui en ont parlé, beaucoup. Mais souvent, on n'insiste pas sur les séquelles. Quand on vous parle, par exemple, des tirailleurs sénégalais, la plupart du temps, on vous parle des tirailleurs sénégalais par rapport au pécule qu'ils devaient recevoir, par rapport à des droits qu'on devait leur payer, par rapport à cela. Mais on ne se rend pas compte du côté traumatisme, hein, de quelqu'un qui vivait normalement dans une famille, pleinement avec sa société, et que l'on transporte tout d'un coup dans un champ de bataille. Et en plus, une guerre qui n'est pas sa guerre. C'est surtout ça. On les envoie dans des endroits où leurs camarades, leurs amis, mouraient comme des mouches. Hein? Tu parles avec quelqu'un et tout d'un coup, comme ça, il tombe ensanglanté. Et les gens ne se rendent pas compte du traumatisme que ça a fait. Mais je vous assure, pour avoir vécu ça, nous, on a vu beaucoup de tirailleurs sénégalais qui sont venus et qui n'étaient plus les mêmes. Qui n'étaient plus les mêmes. Qui étaient complètement transformés, qui étaient complètement... et en plus, il n'y a même pas d'accompagnement psychologique, rien du tout. Hein. En plus, on leur refuse le droit et tout. Je pense que c'est vraiment un ensemble sur lequel il faut continuer à travailler. Les historiens ont un grand travail à faire à ce niveau-là. Voilà. Il y a un texte tiré de votre roman qui a été choisi dans l'épreuve de français du baccalauréat cette année. À la toute dernière question, là où le lecteur est interpellé par rapport à la polygamie, je vous fais grâce de tous les problèmes que cette union enfantera. Je sais que Oustaz Mbaye de Sen TV va
ne va pas me le pardonner parce qu'il parle toujours de polygamie du bien. L'élève était appelé à développer 3 arguments pour réfuter la perception donnée de la polygamie dans le texte. Nous allons vous faire écouter un des candidats, sa façon de voir de la polygamie. Si nous prenons l'exemple d'un cultivateur qui a son champ et plusieurs épouses, non seulement il aura un bon support, mais en même temps, ces femmes s'occuperont et à la fois les travaux domestiques. Celle qui a son tour préparera les repas et les mènera au champ, tandis que les autres seront au champ. De notre côté, le polygame a beaucoup d'enfants et nous savons tous qu'en Afrique, les enfants sont importants dans le mariage. L'aspect d'avoir des demi-sœurs et des demi-frères, ça fait plaisir. Et avec le taux de femmes plus important que les hommes, la polygamie peut anéantir ce problème. Mon grand-père disait que l'homme qui a plusieurs épouses vit beaucoup plus longtemps que l'homme monogame. Que l'homme polygame a une meilleure forme physique et psychologique. Monsieur Sam, vous voulez Partagez-vous l'avis de ce candidat. Voilà. Je viens d'écouter donc ce jeune homme, un candidat que je trouve brillant d'ailleurs. Mais c'est pour dire tout simplement que, bon, c'est vrai par rapport à ce texte qui a été proposé au bac cette année. J'ai eu la chance quand même, à maintes reprises, que l'on tire de mes livres des textes qui ont été proposés à des examens. Depuis plus d'années, par exemple, ça c'est la deuxième fois. Hein? Il y a 2 ans de cela, c'était pour le bac technique, c'était dans Depuis plus d'Orange qu'on avait tiré un texte aussi. Par exemple pour cette année, j'ai eu la chance aussi pour les compositions de classe de 5e que l'on tire un texte de mon livre Le regard de l'aveugle et les élèves ont composé sur ça. Pour dire que c'est un honneur que nous avons, mais que nous partageons avec l'ensemble des écrivains du Sénégal. Parce que moi, je serais par exemple heureux que, par exemple, chaque année que l'on tire, n'est-ce pas, de nos textes, c'est-à-dire les auteurs de ce pays-là, que l'on tire de ces textes-là, des sujets qui pourraient intéresser les étudiants et les élèves, les lycéens en général. Que l'on dise par exemple l'année prochaine que Moussou Diabakhate a été choisi, n'est-ce pas, pour que l'on parle de son livre par exemple, ça me ferait plaisir. C'est pour dire simplement que nos professeurs sont en train de faire un excellent travail dans ce sens-là et qu'on est en train de plus en plus de rendre local nos écrits. C'est-à-dire de tout faire pour que nos écritures soient utilisées par donc les étudiants et les élèves. Ça, c'est une très bonne chose. Voilà, ceci dit, on va revenir maintenant à notre texte et au jeune homme qui a parlé donc de la polygamie. Je dis tout simplement que il en a parlé avec beaucoup d'intelligence d'ailleurs. Et il a bien fait de citer à chaque fois par exemple son grand-père. En disant mon grand-père a dit. Hein? Mon grand-père a dit. Donc ça c'est effectivement le grand-père qui parle. Ce n'est pas lui qui parle à ce niveau-là, même si il prend ça comme argument. Son grand-père a dit que, par exemple, que les polygames vivent plus longtemps, sont plus épanouis. Ça, c'est son grand-père qui le dit. Quand il dit, par exemple, que dans la polygamie, les familles sont plus harmonieuses, ça aussi, c'est son grand-père qui l'a dit. Mais est-ce que c'est tout le monde qui dit la même chose? Est-ce que l'avis de son grand-père est toujours l'avis de son papa ou bien son avis à lui? Je pense que ça, c'est important. Alors, maintenant, prenons les cas qu'il a cités. Auparavant, qu'est-ce qui se passait? Je le dis souvent, quand par exemple, on dit par exemple que telle personne, je ne vais plus vous citer, telle personne est mariée à une autre personne, on ne disait pas que par exemple, Moussou va rejoindre Ngomen, voilà, Moussou va rejoindre Ngomen, C'est-à-dire que c'est toute la famille, c'est-à-dire que Moussou va rejoindre une famille. C'est comme si on faisait ce qu'on appelle une union des 2 familles. Et quand Moussou arrivait, Moussou vivait par exemple à l'intérieur de la concession. Et la partie qu'occupe Moussou devient un carré, n'est-ce pas, dans la concession. Et il y a le patriarche qui est là au milieu, qui gère tout. La maman
ou bien les mamans qui sont là, qui gèrent tout. Et c'est une union, c'est une communion, c'était vraiment une fusion des deux familles. Et c'était beaucoup plus facile dans ce sens-là d'ailleurs de régler les conflits. Maintenant, qu'est-ce qui se passe par rapport à ces jeunes-là? Si je lui dis par exemple, s'il se marie, est-ce qu'il va aller en concession? Je pense que ça va être un problème. Donc, quand il se mariera, certainement, il va aller vivre en appartement. S'il n'a pas sa maison à lui déjà. Et là-bas, c'est presque un couple, presque papa, maman, l'enfant ou les enfants, le chien et les chats. Hein? Tous les problèmes ne se régleront qu'entre les deux, c'est-à-dire et le mari et l'épouse. Donc, ce qui fait que ce n'est plus la même chose. Le problème peut se régler si, par exemple, parce que là, je m'étonnerais que, arrivé par exemple dans son appartement, qu'il se permette de mettre 2 ou 3 femmes dans l'appartement. Ça va poser problème. Donc, ça demande des moyens. Des moyens ou bien au niveau de l'homme, qui est le mari, qui peut se permettre d'avoir plusieurs appartements où loger ses femmes, ou bien des moyens au niveau de la femme qui, en tant que 2e ou 3e épouse, a les moyens de se prendre en charge entièrement, n'est-ce pas, dans son appartement et se contente seulement d'avoir ce qu'on appelle un mari. Dans tous les cas, je n'ai pas de proposition à faire à ce niveau-là. Mais ça dit que si on prend le côté économique, où son grand-père disait que avec une famille polygame, on peut par exemple cultiver les champs plus facilement parce qu'il y a plusieurs femmes qui interviennent et plusieurs enfants qui interviennent. Ce n'est plus le cas, on n'est plus dans des champs maintenant. On se lève le matin, on va au travail. Et s'il y a des femmes qui travaillent? Voilà. S'il y a des femmes qui travaillent, là ça pose un autre problème. Donc vous voyez qu'il y a auparavant ce qui s'est passé avec la polygamie. Il y en a qui réussissent encore à faire de très bons mariages polygames. Mais il y a aussi des catastrophes. Beaucoup de catastrophes. Il y a aussi des catastrophes. Donc je pense qu'il faut bien réfléchir avant de s'engager dans ça. Je ne dirais pas que c'est bon ou que c'est mauvais, mais je vais me contenter de ce que j'ai mis dans le livre par rapport à Nabou, par rapport au mariage polygame de sa maman, par rapport à son père qui était un ancien combattant et qui avait non seulement 4 femmes et que cette femme-là est venue être tout simplement une 5e. Donc je parle de ça dans le livre. Moi, ça dit que j'ai donné ma position par rapport à une situation déterminée. Chaque étudiant maintenant, chaque élève, par rapport au vécu, devra réfléchir par rapport à cela. Voilà, c'est une boue qui était exclue, isolée de ses camarades de filles. Et elle a fini par fréquenter les garçons en général. Moi, je pense qu'une fille qui fréquente les garçons n'était pas facile à détourner. Hein? Est-ce que c'est de sa faute de fréquenter? Est-ce que c'est par son bon vouloir qu'elle fréquente les garçons? Je pense que là, ce serait difficile par exemple de l'expliquer si quelqu'un n'a pas lu les livres. Mais en lisant le livre, vous allez comprendre l'itinéraire de Oulimata pour arriver dans cette école-là. D'abord, elle était plus grande que les autres, que ses camarades filles. Elle avait presque, elle n'était pas aussi bien habillée parce qu'elle n'était pas riche du tout. Hein? Elle n'avait pas ce qu'on appelle les mêmes attitudes que les jeunes filles qui étaient là-bas. Et elle se sentait bien au niveau des garçons. Parce que là, au moins, on ne la jugeait pas. On ne la jugeait pas. Parce qu'elle a subi quand même des étapes dans sa vie qui l'ont conduit à cette attitude qu'elle a eue quand elle est allée à l'école. C'est que dans notre société, souvent on dit que les filles qui fréquentent les garçons sont des filles plus éveillées que ça. Donc au courant de l'histoire, bon, moi je me pose la question, est-ce qu'elle ne devait pas être plus éveillée que ça? Mais non, mais même dans l'histoire, vous vous rendez compte que non seulement elle est plus grande, mais elle ne faisait pas des meilleurs élèves de l'école. Et en plus, même sa façon de penser dépassait de loin celle de ses camarades filles. Donc je pense que ça aussi c'est important et si on n'a pas lu le livre, on ne peut pas comprendre comment elle a évolué par rapport à ça. Monsieur Samb, il y a le professeur qui demande à l'élève Seynabou, pourquoi tu t'habilles comme ça? Hein? Ne pensez-vous donc pas qu'il devait
Et ensuite, il lui fait revenir pour lui poser la question, pourquoi tu t'habilles comme ça, pourquoi tu es comme ça, pourquoi tu te comportes comme ça. Moi, je crois que souvent ça arrive dans les écoles, même moi en étant élève, bon, j'avais des professeurs qui étaient comme ça, qui jugeaient les élèves sans les connaître. Moi, je crois qu'il faut, quand on est professeur, on est d'abord un parent, on est d'abord un éducateur. Donc, c'est une façon de parler à l'élève, d'essayer de comprendre l'élève avant de crier. Mais il a d'abord crié, bon, il a fait humilier devant toute la classe, puis ensuite il revient pour lui poser la question, pourquoi tu t'habilles comme ça? Ne devait-il pas commencer par ça d'abord? Oui, mais écoute, là vous parlez à un pédagogue. Vous parlez à un pédagogue. Vous savez par exemple que dans ce que nous apprenons à l'école, parce que moi aussi j'ai été enseignant, hein, ce que nous apprenons à l'école, c'est surtout une pédagogie qui n'est pas tout simplement une pédagogie où on donne par exemple le savoir aux élèves, on leur donne par exemple des leçons, on leur donne par exemple des devoirs à faire. Ce n'est pas ça seulement. La pédagogie inclut aussi ce qu'on appelle une étude psychologique et sociologique de l'atmosphère dans laquelle nous sommes au niveau de la classe. Parce que c'est important. Quand on dit atmosphère, quand on dit par exemple encadrement, quand on parle par exemple de suivi des élèves, on parle aussi de l'état, c'est-à-dire du suivi psychologique et sociologique de l'élève en tant que tel. C'est-à-dire que si on ne comprend pas l'élève, si on ne peut pas cerner ce qu'on appelle le comportement de l'élève, on ne peut pas lui donner un enseignement convenable. Et je pense que ça fait partie aussi de l'éducation. Or, vous avez remarqué vous-même que certains de nos enseignants qui n'ont pas, par exemple, eu la formation qu'il fallait, souvent se comportent de telle sorte que, souvent, leur intervention auprès de certains élèves les traumatise à vie. Les traumatise à vie. Il y en a même, il y a des élèves même qui sont départis de l'école, hein, qui ne travaillaient plus parce que tout simplement, il y a tel comportement de tel professeur ou tel autre. On a vu par exemple des élèves qui ont aimé l'école à cause d'un enseignant. Et des élèves qui ont détesté l'école à cause d'un enseignant. Donc on a vu ça. Hein. Donc je pense que le comportement de Azou qui est le professeur ici, par rapport à Nabou, est un comportement d'insuffisance. Je parle d'insuffisance parce que s'il était armé, n'est-ce pas, pour faire face au comportement de la jeune fille, il allait commencer par savoir d'abord pourquoi elle se comporte de cette façon-là. Mais c'est comme si lui, il se disait qu'il était agressé par le comportement de Nabou, qui en classe ne se rendait même pas compte de ce qu'elle faisait. Et je pense qu'après, il a compris. D'accord. Voilà. J'ai bien apprécié la réaction de la maman. Parce qu'Azou, le professeur, a fini par donner une robe comme cadeau à son élève, Nabou. Mais une fois à la maison, sa maman lui a posé la question, pourquoi il t'a donné cette robe? On ne donne jamais rien pour rien. Moi, j'ai bien apprécié parce qu'actuellement dans le pays, on vit des familles, des parents qui, leurs enfants ne travaillent pas, qui dorment à longueur de journée et pourtant ils sont véhiculés à avoir des portables de luxe et on ne leur pose pas la question. Rien qu'une robe, elle lui demande de retourner ça. La robe est une réparation de Azou par rapport à son comportement envers la fille. Lorsqu'il a compris que la fille n'en avait pas du tout, et qu'elle ne portait presque toujours la même robe parce qu'elle n'avait que cette robe-là, Azou a voulu faire du bien en se dédouanant. Hein, et lui a acheté une robe, croyant qu'il était en train de faire acte de charité, comme on dit. Œuvre de charité ou acte de charité. Alors, lorsqu'il l'a fait, il ne savait pas les conséquences par rapport à ce qui va se passer dans la famille de la jeune fille. La maman de la jeune fille et d'une dignité telle qu'elle se disait que sa fille ne demande rien, elle aussi elle ne demande rien, tout ce qu'elle aura c'est à la sueur de son front. Parce qu'elle travaillait pour que sa fille soit heureuse. Elle se tuait à la tâche pour que sa fille soit épanouie. Elle n'avait pas les moyens, elle travaillait comme bonne dans une famille. Et c'est-à-dire que le maigre revenu qu'elle avait, quand elle venait, elle partageait ça avec sa fille.
Et tout d'un coup, comme ça, elle voit sa fille avec une très belle robe. Et lorsque lui a demandé, mais d'où vient cette robe? La fille lui a dit que c'est mon professeur qui me l'a offert. C'est mon professeur qui me l'a offerte. Et la maman, et ça dit, elle est montée sur ses ergots, comme on dit. Ça dit qu'elle elle s'est dit, mais attends, on offre à ma fille une robe comme si dans la classe, il n'y avait qu'elle. Pourquoi ce professeur a osé offrir une robe à ma fille? Écoutez pas de là. Ça dit que vraiment une histoire terrible, hein, une histoire terrible, où elle était obligée de dire à sa fille, ramène-moi cette robe-là auprès de ton professeur et dis-lui que la prochaine fois, qu'il ne s'exerce plus à le faire. Voilà. Pourtant, sa maman lui en a acheté une autre, plus belle que cette robe. Mais la fille a dit, la façon de donner vaut mieux que ce que l'on donne. Donc le rapport entre mère et fille, moi je dirais que c'est ce problème qui a poussé, qui a jeté Nabou dans les bras du professeur. Parce que la maman a acheté une robe plus jolie que ça, et pourtant Nabou n'a pas du tout apprécié. Et elle est retournée voir son professeur. Donc il y a le rapport entre mère et fille. Donc je crois que nous les mères, nous avons un grand travail sur ça. Hein. Bien sûr, ça ne dit que pas seulement les mères, dans les familles on a un grand travail à faire. Hein? Je pense que ce n'est pas dignité que la maman est allée acheter une robe. À quel prix? À quel prix? Parce que son salaire ne lui permettait pas d'acheter cette robe-là. Mais c'était pour montrer à sa fille que, écoute, n'a pas à recevoir des autres. C'est moi qui dois te donner. Mais alors, vous avez, oui, allez-y, je vous en prie. Oui, vas-y. Mais c'est moi qui dois vous donner une robe et pas une autre personne. Parce que quand on vous donne une robe ailleurs, tout est possible après. Mais quand je dis que la façon de donner vaut mieux que ce que l'on donne, Azou a fait œuvre de réparation et du moins a regretté pourquoi il s'est comporté comme il l'a fait devant la jeune fille. À ce niveau-là, c'est-à-dire qu'avec une gentillesse, et avec beaucoup de tendresse, il a voulu montrer à la jeune fille que, excuse-moi, je ne t'en veux pas, je me suis trompé sur toi, voilà, je t'offre une robe. Et il ne faut pas oublier que ce n'est pas une fille mûre encore, hein? C'est une jeune fille. Hein? Donc il y a ce qu'on appelle l'innocence juvénile qui prévaut à ce niveau-là. Et il y a des gestes qui, pour la première fois, si vous recevez ça pour la première fois, vous dites, ah, les autres, ils sont en train de faire attention à moi. Je pense que tout est parti de là. Et je pense qu'il est difficile d'expliquer ce qui s'est passé si on n'a pas lu le livre. Très difficile. Voilà. Ce qui fait qu'il est retourné auprès de son professeur, pas pour chercher ceci ou cela, d'abord pour rendre la robe, mais ensuite pour chercher une certaine quiétude, pour chercher une certaine... un refuge et plein d'autres choses qui lui manquaient auprès de sa maman, parce qu'elle n'avait pas de famille, cette fille-là. Voilà. Monsieur Samb, en tant que conteuse, je ne peux pas passer sans parler de biscuit goudi, quoi. Raconte-nous biscuit goudi. Là, vous me lancez dans les contes. Vous savez, par exemple, que j'ai fait plusieurs contes. Hein? Hein? Par exemple, si vous regardez par exemple le conte de Diane, hein, qui est un recueil de 9 contes, hein, donc vraiment un très bon livre de contes. J'en ai écrit beaucoup, hein. J'ai écrit beaucoup de contes. Actuellement, je suis à presque 14 contes. Et heureusement, on a tout repris sous format A4 avec totalement illustré, hein, et qui seront disponibles dans peu de temps, dans quelques jours, Inch'Allah. Donc c'est des contes qui vont... d'abord parce qu'ils étaient très... Les gens ont aimé ces contes-là, ils ont aimé ces contes-là. Mais alors là, vous me lancez un peu, vous me lancez dans votre propre domaine, parce que je vous ai vu à l'œuvre par rapport aux contes, hein, et j'ai beaucoup aimé les contes que vous faites. Mais le biscuit goudi, c'est tout simplement un prétexte qu'on a pour se débarrasser de quelqu'un.
Cette histoire-là est une histoire que me racontait, que me racontait souvent ma tante, qui me disait que tous les prétextes sont bons pour se débarrasser de quelqu'un qui n'est plus désirable. Donc le marabout, il vient chez son disciple, un marabout très connu, très aimé, très adulé. Tout ce qu'il disait, c'était... Voilà. Alors, il s'est installé, il mangeait bien, il buvait bien, il n'y avait pas de problème. Et un jour, le monsieur qui l'avait hébergé s'est rendu compte que le marabout était en train de lorgner ses femmes. Il n'a rien dit. Il a commencé par couper, c'est-à-dire que tout ce qu'on lui donnait, hein, et à le rendre un peu plus... Voilà, donc il ne mangeait plus assez, il ne buvait plus assez. Et un soir, il a entendu un bruit, crouk, 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 crouk. Il se lève, il ouvre la porte du marabout, il trouve que le marabout qui avait vraiment faim était en train de manger des biscuits. Il lui dit, ah bon, toi tu es chez moi et tu manges des biscuits la nuit. Le marabout lui dit, mais il n'y a pas de problème. Non, 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 il y a des problèmes. Chez moi, on peut tout faire sauf manger des biscuits la nuit. On veut se débarrasser de Voilà. lui. On l'accuse de rage. Il lui dit, non, 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 chez moi, on peut tout faire sauf manger des biscuits la nuit. Alors, je te demande demain matin de ranger tes bagages et de sortir de chez moi. En tout cas, Tu peux tout faire. Pour ceux qui viennent de nous prendre en main, vous êtes dans votre grande émission Chant littéraire et ce soir nous recevons le grand auteur Mamadou Samb qui nous vient de Dakar. Monsieur Samb, vous avez décrit aussi dans votre ouvrage des maisons SICAP HLM très étroites, mais aujourd'hui nous sommes devant des appartements très étroits aussi. Hein? Oui, vous savez ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est... tout est transformé en chiffres. Je vais au 24, je vais au 36. On ne dit même pas je vais chez Moussou. Hein? Je vais au 36. Tu vas aux HLM, il faut aller au 36. Donc c'est pour dire tout simplement que ça dit que l'environnement a changé maintenant. L'environnement a totalement changé. Quand on avait des concessions, tout le monde vivait là-dedans dans une harmonie extraordinaire et tous les conflits étaient réglés à l'intérieur. Maintenant, imaginez par exemple, on me racontait souvent par exemple que dans certaines... Parce que moi j'ai vécu un peu dans un village comme on appelle Ngabou. Loin là-bas entre Baké et Diourbel, et il y avait de grandes concessions. Quand par exemple une femme se chamaillait avec son mari la nuit, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle prenait son pagne et puis elle allait dormir dans la chambre de sa belle-mère. La belle-mère qui ne dit rien du tout, qui attend jusqu'au lendemain, qui appelle son fils, qui lui dit, mais toi, qu'est-ce que tu as fait pour que cette fille-là vienne dormir comme ça chez moi la nuit? Le monsieur explique, il dit, mais toi, tu es en train de créer la discorde entre la famille telle et la famille telle. C'est-à-dire ma famille et la famille de cette femme-là. Tu n'es pas en train de maltraiter la femme, mais tu es en train de maltraiter toute une famille. Et tu veux me rendre honte? Tu veux me faire honte? Tu veux me... Mais attends, qu'est-ce que tu es en train de faire? Cette fille-là, c'est une partie de notre famille. Il faut la gérer. Et le problème était réglé d'une façon extraordinaire. Et même si, par exemple, ce n'était pas ça la solution aussi, la maman fait tout pour essayer de contenter la jeune fille, de lui donner des trucs. Et puis le lendemain, tout était rentré dans l'ordre. Et la belle-mère pouvait faire ça, mais le frère qui est à côté, hein, ce qu'on appelle le Outi Petchergo, pouvait régler ça. Tout le monde pouvait régler. Et quand ça arrivait au niveau du patriarche, là c'était réglé. Donc c'était toute une famille. Maintenant, ce n'est plus le cas. Vous êtes avec votre mari dans un appartement, même si vous vous tuez, personne ne viendra. D'autant plus que dans ces appartements-là, vous pouvez par exemple croiser tous les jours votre voisin de palier sans vous saluer. Et quand quelqu'un entend par exemple que deux personnes sont en train de se battre dans l'autre appartement, mais on dit, mais attendez, ça c'est votre problème, laissez-les. Hein? Et on sait, tous les scandales qui existent actuellement, c'est à partir de ces trucs comme ça. Donc je pense que ça c'est une façon pour moi de montrer le changement qu'il y a actuellement. Et irréversible, hein? Irréversible. Nous vivons dans une société où les choses vont évoluer vite.
mais dans ce sens-là, malheureusement. Dans ce qu'on appelle l'individualisme, dans ce qu'on appelle la vie, ce qu'on appelle des couples restreints, hein, où chacun ne s'occupe que de ses affaires. Malheureusement, on va de plus en plus vers ça. Je me rends compte aussi que malgré tous les problèmes, bon, Seynabou est arrivée à, pour se faire sortir de la pauvreté, est arrivée à avoir son baccalauréat. Elle est courageuse, hein? Ah oui, elle est comme beaucoup de jeunes filles d'ailleurs, beaucoup de jeunes filles. Parce qu'elle a su que sa maman a beaucoup souffert. Elle aussi, elle a beaucoup souffert. Elle voulait s'en sortir. C'est la raison pour laquelle elle s'est tuée pour obtenir son baccalauréat. Parce que pour elle, c'était une manière, n'est-ce pas, de s'épanouir, d'être autosuffisante et puis d'arriver à une vie meilleure. Voilà. Monsieur Samb, je crois qu'actuellement nous vivons dans une société où la barbarie est vraiment néfaste, où on tue à longueur de journée, à chaque fois qu'on se lève, on entend qu'on a tué ceci, son ami l'a tué, il l'a agressé. Et vous en parlez ici. Oui, vous savez, c'est dans le prolongement de ce que je venais de dire tout à l'heure. C'est-à-dire que la résolution des conflits. Nous sommes dans une société, d'abord je vais vous dire une chose, c'est-à-dire qu'on parle d'assassinat par-ci par-là, de quelqu'un qu'on tue par-ci par-là. Il ne faut pas dire que ça s'est accentué, hein? Non, ça existait auparavant, mais on n'avait pas les moyens de le diffuser comme on le fait actuellement. Parce que la presse est là, les téléphones sont là, les gens filment tout, hein? Donc tout événement dans un coin est répercuté et transmis rapidement à travers le monde. Ce qui fait qu'on a l'impression que les choses sont accentuées. Mais ça a toujours existé. Et je vous dis une chose par exemple, je vais peut-être vous surprendre. Ce qu'on appelle le meurtre, l'assassinat, le fait de tuer quelqu'un, ça n'existe pas maintenant seulement. Hein. C'est depuis les temps immémoriaux. C'est depuis Adam et Ève. Vous connaissez le cas de Caïn et des frères hein, Abel et Caïn. Hein. Vous connaissez. Le meurtre a débuté là-bas. Jusqu'à présent, c'est presque la même chose. On tue à tout moment. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, on devrait se contenter de ce que Dieu tue seulement. Parce que si Dieu tue et que les hommes tuent, alors ça pose problème. Mais je vous dis que, ça dit que si vous regardez l'histoire en général, il y a même des meurtres fratricides. Ça dit qu'un frère tue son frère. On peut voir par exemple un jumeau qui tue son jumeau. Hein? Et ça dit que ça a toujours existé. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il faut cautionner ça? C'est le problème. Parce que quand ça se fait, c'est fait, mais après les gens se regrettent. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Et on se pose énormément de problèmes. C'est-à-dire que la résolution des problèmes, la prévention des conflits, devrait être une chose permanente dans nos enseignements et dans notre éducation. Comment faire pour accepter l'autre? Comment faire pour tolérer l'autre? Comment faire pour, n'est-ce pas, s'accommoder du comportement de l'autre? Comment faire pour, n'est-ce pas, comprendre l'autre? Je pense que c'est des choses qui devraient aller dans notre éducation et dans ce que vous faites vous en tant que journaliste. Tous les jours, il faudrait qu'on revienne sur ça pour que les gens se rendent compte que tuer n'est pas la solution. Seynabou est arrivée à avoir un enfant avec son professeur et elle est arrivée aussi à se faire prostituer. Et là, elle nous parle de son client handicapé. Et là, on parle du vaccin contre la poliomyélite. Oui, ça c'est votre domaine un peu. C'est-à-dire qu'il y a des négligences, hein? Des négligences. Presque des négligences, bon, vraiment le mot est suffisant, des négligences qui ont souvent des conséquences dramatiques dans la vie des personnes. Ce n'est pas seulement par rapport, par exemple,
au vaccin. Mais même dans d'autres domaines. Il suffit de négliger par exemple une petite chose qui, en boule de neige, devient plus tard irréparable. Ça existe. Le cas par exemple de cet handicapé-là, c'est ça. Ses parents ont été négligents, n'est-ce pas, pour ne pas l'amener au niveau des structures sanitaires pour pouvoir le vacciner contre la poliomyélite. Et l'enfant, malheureusement, est tombé malade. Et ça, c'est juste un exemple qu'on donne pour dire que la négligence peut entraîner des conséquences irréparables. Voilà. Ça c'est vrai. Et Nabou qui malheureusement s'est retrouvé dans un groupe de femmes, vraiment, on peut dire peut-être lesbienne. Elle ne s'attendait pas à vivre ça dans son pays, dans cette société. Et des femmes qui sont tellement élégantes. Vous pensez que ces genres de femmes existent actuellement dans ce pays? Est-ce que ces femmes-là existent dans ce pays? Mais vous en parlez, tout le monde en parle. Regardez la presse, tout le temps on en parle. Ça, c'est des choses qui existent réellement. Ça dit que pour moi, c'est une façon de dire seulement que notre société est complexe, extrêmement complexe. Hein? Et on voit tout. Malheureusement, on hérite aussi énormément de choses de l'extérieur. Il y a des choses aussi qui sont des choses inhérentes à toute société. Ce que l'on appelle souvent des déviances, ce qu'on appelle souvent des comportements, immoraux, donc des comportements de transgression. Ça, c'est des choses qui existent naturellement dans nos sociétés. Voilà. Ce Azou-là, vraiment, il est pervers. Hein? À la fin, Nabou finit par le rencontrer. Seules les montagnes ne se croisent pas. Et dans quelles conditions ce Azou-là, mais vraiment, son premier amour. Et malheureusement, ça ne se termine pas bien. Mais est-ce que c'est Azou qui a créé, qui a voulu rencontrer Nabou? C'est ça le problème. Est-ce que c'est Nabou qui a voulu aussi rencontrer Azou? C'est des circonstances qui les ont réunis, encore. Mais dans des inattentes, c'est-à-dire que personne ne s'attendait à ce qui allait arriver dans ces conditions-là. Parce que n'oubliez pas une chose dans le livre, que Nabou, après s'être rendu compte qu'elle était enceinte, a perdu de vue Azou, qui était parti. Et Azou ne savait pas aussi. Il est parti. Il est parti parce qu'il a eu des promotions par-ci par-là, donc il est parti. Et donc c'est vraiment... Ils se sont perdus, les deux. Ils se sont perdus, les deux. Bon, maintenant, certains disent que Azou est vraiment méchant, il ne s'est pas bien comporté. Ce que j'accepte quand on le dit dans le livre. Mais je pense qu'il faut aussi voir les circonstances dans lesquelles Azou est parti. Azou s'est séparé de Nabou, hein, et ce qui est arrivé après, jusqu'à ce que les deux se retrouvent encore. D'accord. Ouais. Mais je crois bien que Nabou a pris une bonne décision en quittant ce monde. Quitter ce monde, qu'est-ce que tu entends par quitter ce monde? Ah, il a retrouvé le chauffeur de Azou, Oui. qui était là, il voulait faire de lui sa femme, elle a préparé quelques mets, bon, qu'il a donné à manger, bon, mais elle a quitté Azou, elle a quitté le chauffeur et elle a pris un appartement que personne ne pouvait voir. Je crois qu'elle a pris une bonne décision quand même pour faire sa vie avec son enfant. Mais ça, c'est votre avis. Il y a des femmes qui me disent, mais pourquoi elle s'est comportée de cette façon? Pourquoi elle n'est pas allée voir le chauffeur de Azou? Mais ils sont pareils. Ils sont chauffeurs. Voilà, c'est chauffeur. Oui. Et il y en a qui me disent, non, pourquoi vous avez terminé ce livre comme ça là? Pourquoi vous l'avez terminé de cette façon-là? Je lui ai dit, mais écoutez, moi je ne fais que relater des histoires et je laisse à chacun juger. Chacun peut terminer le livre, chacun. Chacun peut terminer. C'est comme dans tous mes livres, chacun peut terminer le livre. C'est-à-dire qu'à la fin, vous-même, c'est à vous de voir si c'était moi, qu'est-ce que j'allais faire. C'est-à-dire qu'il faut que je donne aussi une certaine responsabilité, une certaine part de responsabilité au lecteur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vraiment engranger le lecteur dans un carcan tel que le lecteur n'a aucun moyen de s'en départir. Il faudrait laisser au lecteur la possibilité de s'épanouir et d'aller vers d'autres horizons. Je pense que c'est ça surtout ce qu'il y a dans ce livre. Il y en a qui me disent non, il faut qu'il y ait une suite. Oui, d'accord, je suis d'accord. Il faut qu'il y ait une suite. Mais la suite, c'est d'abord dans chacun d'entre nous.
Voilà, je pense que c'est ça mon but à ce niveau-là. Quoi, moi, d'après tous vos ouvrages, c'est de pulpe d'orange que j'apprécie le plus. Et vous? Quel est l'un de vos livres que vous aimez le plus? C'est difficile de dire que j'aime mon fils plus que l'autre, mais... Vous ne l'avez pas fait mal dit. Vous l'avez pas fait mal dit. Moi, souvent, je me base sur donc l'appréciation des lecteurs. Hein, des lecteurs qui me reviennent souvent par rapport à mes ouvrages. Bon, écoute, il y a des livres qui m'ont donné beaucoup de satisfaction. Hein. Par exemple, Le regard de l'aveugle. Ce livre-là, par exemple, qui a gagné le Grand Prix du dessin du Sénégal, hein, qui est très aimé donc, comme livre, et m'a valu beaucoup de satisfaction. Hein. J'ai écrit aussi des livres comme par exemple L'échappe des jumelles, pour lequel j'ai gagné beaucoup de distinctions aussi. J'ai été même nominé au Grand Prix du Président de la République. Nominé, j'ai dit nominé, mais pas voilà, nominé, donc qui m'a donné beaucoup de satisfaction. J'ai écrit des livres, je viens de sortir un nouveau livre que j'ai édité au Canada, Les Caprices de Poussine, hein, qui aussi pour l'instant connaît vraiment beaucoup de bonnes appréciations. Hein. Je viens de sortir aussi un autre livre qui n'est pas encore dans les librairies, Le Réveil de la folle. Ce livre déjà, il y a des professeurs qui l'ont lu et qui m'ont fait des retours extraordinaires sur ce livre-là. Et tout ça, c'est des livres que j'ai déjà écrits. Hein? Et donc, je ne dirais pas que j'ai un choix particulier par rapport à un livre. Mais si je peux dire que j'en ai écrit quand même un certain nombre, et j'ai l'impression que tous ces enfants-là me donnent satisfaction. D'accord, je vous laisse conclure maintenant. Alors, conclure, d'abord vous remercier Moussou, d'abord parce que vous êtes un artiste. Vous êtes un artiste dans tout. Hein. Quand je dis un artiste, ce n'est pas seulement le fait de travailler dans le domaine artistique, mais vous êtes littéraire et membre de l'Association des écrivains du Sénégal. Hein. J'ai vu que vous étiez nommé. Secrétaire aussi chargé des 14 régions. Voilà, voilà, ça, ce qui est extraordinaire, ce n'est pas pour rien. Vous êtes une conteuse aussi émérite. Moi, je vous ai suivi et j'aime bien le côté historique de vos contes. Hein, parce que quand vous faites des contes, souvent, c'est des contes qui sont tirés du tréfonds même de la société africaine. Et ça aussi, j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi aimé le cadre dans lequel on est. Hein. Hein? Sur Makan, ça me rappelle beaucoup de choses. Parce que j'ai été élève au niveau de l'école Villiam-Ponty. Et nous, on venait souvent ici pour des manifestations. Donc c'est un cadre aussi que j'aime bien. Et pour dire tout simplement que, vous savez, dans la vie, je le dis souvent, il y en a qui font vivre la culture et d'autres qui vivent de la culture. Vous, heureusement, vous faites vivre la culture. Merci beaucoup, Moussou. Merci beaucoup. C'était tout pour ce soir. En attendant, on va se revoir dans 15 jours. En attendant, je vous mets en rapport et je vous laisse avec ce qui vous permet de vivre 1000 vies au lieu d'une, la littérature. Prenez soin de vous. L'émotion vénère et la raison élève. Cette dichotomie, je l'ai Nous avons usé pagne et sandales sur le même chemin qu'habitude de l'école de Coralie. En France, quand je suis arrivé, il y avait honte de se dire